Bonjour, nous sommes réunis pour un événement organisé par le MEDEF et Sciences Po Aix. Il s'agit d'une table ronde qui portera sur la démocratie dans tous ses états. Et j'ai actuellement l'honneur de recevoir monsieur l'ancien Premier ministre, donc Yves Le Terme, ancien Premier ministre belge, et que je vais interviewer immédiatement. Bonjour monsieur le Premier ministre. Bonjour. Donc ma première question sera la suivante. Lorsque vous étiez Premier ministre, en 2010, il y a eu une crise linguistique qui s'est transformée ensuite en crise politique, donc entre les francophones et les flamands. Quel a été votre rôle au sein de cet événement? À cette époque-là, j'étais Premier ministre et en fait, le Premier ministre fonctionne comme une sorte de fusible pour pacifier les énergies très contradictoires parfois, non seulement sur les dossiers linguistiques, mais aussi sur les dossiers socio-économiques entre la communauté flamande, néerlandophone de la Belgique, 6 millions d'habitants environ, et la communauté francophone, 4 millions d'habitants environ. Donc le rôle du Premier ministre, c'est en fait de présider ce qu'un ancien collègue a dit un jour, est une sorte de conférence diplomatique permanente, c'est-à-dire le gouvernement fédéral, les gouvernements des régions, des communautés. Il y a 7 gouvernements en Belgique, et donc le rôle du Premier ministre, c'est d'être cet élément de fusible, de coordonnateur aussi, d'activité entre ces diverses instances. Je dirais que le plus important, c'est dans chaque dossier, y compris dans les conflits linguistiques communautaires, d'essayer d'avoir la force de proposer des compromis acceptables pour les deux grandes communautés, les deux grandes régions dans le pays. Donc ça, c'est le rôle essentiel du Premier ministre. Encore une fois, 7 gouvernements, des municipalités, des provinces, mais quand tout est bloqué, en fait, c'est le Premier ministre qui doit essayer de débloquer les situations. Deuxième question sera au sujet de l'OCDE. Donc après avoir été Premier ministre, vous avez été ensuite secrétaire général adjoint au sein de l'OCDE et vous proposez, avant votre entrée en fonction, donc, un nouveau concept socio-économique nécessaire après la crise de 2008. Est-ce que vous avez pu le mettre en place? Le rôle de l'OCDE, ce n'est pas vraiment de mettre en place des politiques, c'est essayer d'initier des débats et des recherches et aussi dessiner ce que seront les politiques économiques du futur. Durant les 2 années et demie que j'ai été là, on n'a pas réussi à tout finaliser, mais je crois qu'à cette époque-là, et ce n'est pas seulement mon mérite, c'est le mérite d'autres personnalités aussi, y compris d'ailleurs le secrétaire général, qui est toujours le secrétaire général actuel, M. Gouria, d'amener les pays, les États membres, 34 à l'époque, les grosses économies du monde, à infléchir leur politique et de tenir compte de plus d'éléments dans leur politique économique que l'économique en soi, la productivité, le produit intérieur brut, en fait de porter plus d'attention aux politiques qui doivent renforcer le bien-être, le potentiel économique, mais aussi les politiques sociales. Et donc, durant ma période, on a eu un projet dans lequel on essayait de dessiner des politiques concernant le renforcement de la formation professionnelle, les stabilisateurs automatiques venant des systèmes de sécurité sociale, la lutte contre les inégalités et autres. Naturellement, entre le rôle de l'OCDE et les politiques mises en place dans les États, y compris les États membres de l'OCDE, il y a parfois ce qu'on dirait en anglais un gap, il y a une différence. Et donc ce que je regrette un peu, c'est qu'on prenne tant de temps à rendre plus soutenable, aussi d'un point de vue environnemental et social, nos politiques économiques. Il y a de l'amélioration. Beaucoup de pays se sont conscients que les inégalités ont été en croissant et qu'il faut lutter contre ça, que le défi climatique est là et qu'il faut prendre des décisions courageuses. Donc il y a des États membres qui déjà mettent ça en application, mais il y en a trop qui ne le font pas encore ou insuffisamment. Au sujet de vos regrets, justement, qu'est-ce qui vous a plu et déplu au sein de l'OCDE et est-ce que les points négatifs ont été la raison de votre départ? Je dirais ce qui m'a plu, c'est la qualité du travail, la qualité du débat, la multiplicité. Il y a énormément d'aspects qui sont traités au sein de l'OCDE. C'est aussi une très grande machinerie, l'OCDE, avec plus que 2500 personnes qui travaillent au service de l'organisation, avec des recherches, dessins de politiques, le benchmarking des politiques mis en place. Donc ça, c'est très positif et j'ai beaucoup aimé vivre à Paris aussi. Le point, je dirais, où j'étais plus frustré, c'est que ce monde des 34 plus grosses économies, à cette époque-là, je crois maintenant qu'il y en a 35-36, donc ces États membres de l'OCDE ne sont qu'une petite part de la réalité mondiale. Et ce sont des pays qui, la plupart du temps, ont des politiques bien établies. Et donc, il y a une certaine inertie dans le comportement de ces pays.
Ce sont des pays aussi avec des grosses capacités économiques, mais qui n'ont pas toujours les plus gros problèmes, les plus gros challenges. Et donc ce qui me manquait là un peu, c'est entre autres la confrontation avec les vrais nouveaux problèmes et naturellement aussi le manque de pays émergents. Donc il n'y a pas la Chine, il n'y a pas la Russie, il n'y a pas le Brésil, il n'y a pas l'Afrique du Sud. Indonésie, Inde, on coopérait et on coopère partant de l'OCDE déjà avec ces pays, mais ils n'ont pas de place actuellement dans les travaux vraiment de l'OCDE en tant qu'État membre. Et ceci naturellement un manque. Je crois que l'OCDE pâtit du fait que les propositions, y compris les politiques économiques qui émanent de l'OCDE, qui sont importantes, y compris l'harmonisation fiscale par exemple, que ces politiques se basant sur le PIB global certes, s'adresse aux acteurs économiques dominant la planète, mais l'avenir et donner une place aux pays émergents, ça ne se fait pas à l'OCDE. Et donc, c'est ce qui me manquait. La deuxième chose qui me manquait, c'est diriger moi-même une institution. Donc, c'est bien d'être le numéro 2, numéro 3. C'est encore mieux, au lieu d'être assis comme copilote, de prendre le volant en main. Et quand est venue la demande d'une organisation, une petite organisation avec qui l'OCDE travaille d'ailleurs, pour aller diriger en Suède IDEA, j'ai accepté, entre autres parce que c'est une opportunité à nouveau de diriger moi-même une institution et aussi parce que le travail d'IDEA est vraiment sur l'essentiel du fonctionnement de la démocratie. C'est comme si, durant 15-20 ans de politique active, et même durant les années à l'OCDE, j'aurais conduit une voiture et que maintenant je commence par l'OCDE, on se concentre surtout sur ce qu'est le moteur, ce sont les roues, comment fonctionne cette machine économique et cette démocratie aussi, comment fonctionnent les États, comment fonctionnent nos nations, comment sont-elles organisées. En parlant justement de l'Institut pour la démocratie et l'assistance aux élections, vous êtes justement le numéro 1 donc, de cet institut. Quel est votre rôle précisément en son sein et est-ce qu'elle correspond à vos attentes ? Donc le rôle, c'est de diriger. C'est une petite organisation. Nous avons un budget d'environ 25 millions d'euros. Nous avons 200 personnes très qualifiées qui sont dans des projets, la recherche à Stockholm, des bureaux à La Haye, New York, Bruxelles, puis des programmes parsemés dans le monde, éparpillés dans le monde, du Paraguay, Haïti, jusqu'à l'Ukraine ou les îles Fidji, le Népal. Donc partout dans le monde, il y a des équipes. Et donc mon rôle, c'est de manager cette institution, de veiller à ce que les objectifs sont atteints. C'est naturellement aussi élaborer ensemble avec les États membres les stratégies. Et donc je crois que, vu la capacité restreinte de notre organisation, tenant compte de ça, je crois que dans les niches qui sont les nôtres, dans lesquelles nous sommes des spécialistes au niveau mondial, c'est l'assistance électorale au niveau technique, c'est les processus constitutionnels, pas le contenu des constitutions, mais les processus constitutionnels, et puis le management des partis politiques et des organisations de société civile, y compris le financement des candidats aux élections, des partis politiques. Je crois, tenant compte de ces niches, je crois qu'on peut dire que 22-23 ans après le lancement de l'organisation, les objectifs sont atteints, mais naturellement, il faut tous les jours continuer à bien travailler pour livrer ce à quoi la communauté internationale et surtout les États membres ont droit. C'est un travail de qualité avec des chercheurs qui sont à la hauteur, qui sont les meilleurs dans leur domaine. Quels sont vos objectifs justement pour l'avenir au sein de cet institut ? Oui. Ah oui, pardon, c'est vrai, je parlais trop vite. Quels sont vos objectifs justement au sein de l'Institut pour l'avenir ? Ce à quoi nous sommes en train de travailler maintenant, c'est un peu une réorientation demandée par les États membres pour être plus actifs et plus focaliser nos travaux sur la prévention des conflits et sur la prévention des migrations de masse. Et s'il y a migration vraiment massive, je dirais, accompagner les processus d'insertion, d'intégration, y compris intégration politique. Ça, c'est un élément très important. Le deuxième objectif à court terme, c'est d'intégrer dans notre travail le rôle que jouent maintenant les médias sociaux, les technologies de l'information, qui, y compris sur les processus électoraux, posent des questions de sécurité, mais aussi de totale modification de la nature du débat politique. Et donc, pour résumer, IDEA a travaillé beaucoup sur les phénomènes du XXe siècle, les partis politiques, les organisations de masse bien structurées, les institutions du XIXe siècle, les parlements avec un mandat populaire. Nous croyons que suite à ce qu'on appelle maintenant la lubérisation de la démocratie,
il y a lieu à ce qu'on dit en anglais le re-engineering, en fait, de réinventer certains processus qui doivent toujours avoir le même objectif, de légitimer des décisions et de donner, je dirais, suffisamment de poids aux citoyens lambda pour influencer ces politiques. Mais la façon de faire ça, il y aura toujours des élections, je crois, dans la démocratie représentative, mais il faut toute une panoplie d'autres mesures pour vraiment garantir qu'entre l'autorité publique, l'autorité politique et les citoyens, il y ait un lien très fort, plus fort en tout cas que le lien qui n'existe malheureusement que maintenant. Donc vous faites également ce travail dans les pays en développement ? On fait surtout ce travail dans les pays, je dirais, en développement, mais aussi les pays où il y a des choses qui se passent au niveau de la démocratie et du fonctionnement des institutions. Nous sommes parfois amenés à analyser des situations dans les démocraties plus mûres, les démocraties occidentales, mais je dirais là que ce n'est pas normal que ces démocraties, y compris nos États membres, qui sont 31, mais des démocraties très évoluées la plupart du temps, je dirais que dans ces pays, nos États membres, il y a une certaine frilosité pour aborder les problèmes de la démocratie représentative. Et donc nous essayons de travailler aussi sur des problèmes qui sont propres à l'Allemagne, aux pays scandinaves, les États-Unis, France, etc. Mais il y a une certaine frilosité et nos États membres considèrent qu'il est plus important d'aider à expliquer aux autres ce qu'il faut faire que parfois avoir suffisamment d'introspection. Et c'est réaliser que nos démocraties sont sujettes à une certaine érosion de l'intérieur. Avant, en anglais, on dit ça « tick the boxes ». On avait des catégories très établies et homogènes de pays démocratiques, non démocratiques. Et il y avait des coups d'État ou il y avait des révolutions qui amenaient le changement de catégorie, je dirais. Ce qu'on voit maintenant, c'est que c'est un peu plus flou. On a des démocraties électorales où il y a une érosion à l'intérieur de ces démocraties électorales des attributs essentiels de la démocratie. Et ce phénomène, c'est aussi sur le continent européen, par exemple, ça se joue. Mais il y a, encore une fois, il y a une frilosité, une sorte d'appréhension de nos États membres d'être ouverts et francs et de reconnaître que ce n'est pas seulement en Afrique du Sud, ce n'est pas seulement au Brésil, ce n'est pas seulement au Mexique, ce n'est pas seulement en Inde, ce n'est pas seulement au Myanmar qu'il y a des problèmes. Certes, il y en a beaucoup là, mais c'est aussi au sein de nos démocraties. Très bien. Je vous remercie donc pour cette précieuse interview et tous vos conseils et je vous propose de rester connectés pour les prochains intervenants.